Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Éteignez vos lumières, l'After Show. Je suis Sonia Liu et je suis en compagnie, comme d'habitude, de Juliette. Comment ça va, Juliette ? Coucou Sonia, ça va et toi ? Ça va bien. Alors, aujourd'hui, au programme, on va parler de Volker et Kurt. Je m'excuse d'avance pour la prononciation de ce nom et des noms en général parce que je n'ai jamais fait d'allemand de ma vie. Donc voilà, j'espère que ça sera compréhensible, Volker et Kurt. Comme d'habitude, je vous encourage à aller écouter l'épisode de podcast sur Volker et Kurt dans Éteignez vos lumières si jamais vous ne connaissez pas cette histoire ou si vous n'avez pas déjà entendu la vidéo que j'avais publiée sur ce cas sur YouTube. Il y a pas mal de choses intéressantes à dire à propos de ce tueur en série qui est, j'ai envie de dire, somme toute, un tueur en série au profil classique, vraiment celui peut-être auquel on s'attend, celui qu'on voit beaucoup représenté à Hollywood, dans les films, dans les séries, dans les livres, dans l'imaginaire collectif en fait de ce qu'est le tueur en série, avec cette motivation, ce mobile d'abord sexuel, ce routier qui va s'en prendre à des travailleuses du sexe, des prostituées comme lui pouvait le dire, dans différents pays, cela dit, d'Europe. Et ça, c'est peut-être un petit peu sa particularité, puisque, donc comme je vous l'ai dit, Volker Eckert, un tueur d'origine allemande, qui a commis son premier crime en Allemagne, en RDA, mais qui ensuite a bougé pour éviter d'être attrapé. C'était un routier, donc qui sillonnait un petit peu toute l'Europe et qui a, je crois, choisi en fait de faire ce métier pour pouvoir assouvir ses pulsions, et ça c'est quand même quelque chose de très particulier, parce qu'il savait que du coup ça le rendrait difficilement traçable, et le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de communication entre les différents pays européens a fait qu'il a pu agir pendant plus de 10 ans sans être attrapé. Moi, ce qui m'interpelle quand même, c'est que bon, Volker Eckert n'est pas le tueur en série surdoué, extrêmement intelligent, mais c'est quand même quelqu'un de rusé. Et on le voit malheureusement dans beaucoup d'affaires de tueurs en série, des gens qui trouvent des failles dans le système pour continuer. C'est un peu le principe du criminel. Je trouvais que c'était intéressant. Est-ce que toi, tu as quelque chose à dire de ça ? Est-ce que pour toi, c'est une marque d'intelligence ou c'est voilà, juste un côté Ah, finalement plus c'est une bonne pragmatique question. Ouais, non, c'est une bonne question. Comme tu dis, il a quand même eu la ruse, enfin, il a été suffisamment rusé, on va dire, pour commettre ces crimes dans beaucoup de pays, mais surtout pas en Allemagne, où il avait déjà été condamné et où il savait que peut-être il risquait plus gros, dans le sens où peut-être qu'il était un peu plus surveillé, ou en tout cas il avait déjà un casier. Enfin, ça on l'a évoqué dans la vidéo, mais malheureusement le contexte particulier d'Allemagne a fait que il a pu un peu éviter aussi de garder ce casier judiciaire. Mais en tout cas, pour en revenir au fait qu'il sillonnait l'Europe pour commettre ces crimes, je pense que ça montre pas forcément de l'intelligence, mais en tout cas une sorte de réflexion quand même assez poussée. C'est pas quelqu'un qui agissait finalement de manière impulsive, hein, alors peut-être dans certains aspects, mais disons que pour commettre ces crimes, il avait quand même suffisamment de recul et suffisamment de réflexion pour éviter d'être attrapé et pour pouvoir continuer en fait, malheureusement pendant un très grand nombre d'années à tuer des travailleuses du sexe, donc à travers plusieurs pays. Et ça, on avait envie d'en parler aussi parce qu'on se demandait si le manque de communication peut-être entre les différents pays de l'Union européenne à l'époque a pu jouer un rôle finalement dans ce parcours, dans son parcours très prolifique en fait. Ouais, parce qu'en fait, effectivement, au-delà de l'intelligence, parce que je sais pas si c'est vraiment le terme approprié, on peut dire Mmh. qu'il y a une grosse préméditation et organisation de sa part. Donc on est quand même sur un tueur en série qui agit par opportunisme quand l'occasion se présente, quand il trouve la victime, la proie idéale, entre guillemets, parce que vulnérable, parce que voilà, personne ne la voit monter dans son camion, par exemple. Donc il y a cette part un petit peu aléatoire, mais le reste, il est plutôt organisé dans le sens où il sait très bien sur quelle zone il peut agir. Il va pas enchaîner deux victimes sur le même territoire, sur le même pays. Donc il y a vraiment ce côté très bien organisé. En fait, il sait comment passer entre les mailles du filet. Il a eu énormément de chance la première fois d'être libéré, et surtout d'être libéré avec un casier judiciaire vierge qui a été effacé. Il savait effectivement, comme tu dis, que en Allemagne, en RDA, il avait les autorités sur le dos, et puis aussi le médecin psychiatre, enfin le criminologue, le docteur Nédopil, qui réussit à le reconnaître sur
un portrait robot, ma foi, de qualité assez douteuse, hein, quand même, on s'était fait cette réflexion, mais C'est vrai, c'était quand même... ça prouve qu'il Oui, était très surveillé du coup. voilà, exactement. De manière générale, ce qui est aussi ressorti dans son profil, en tout cas des témoignages des enquêteurs de l'époque, c'est que c'était une personne très organisée et ça s'est vu quand, on a fait des recherches dans son appartement. Oui, c'est Il était vrai. très organisé, il consignait tout de manière ultra méthodique, il annotait des clichés, enfin vraiment il était, quand même très organisé, tout était au carré. Oui, Donc ça prouve quand même que oui, ah déjà oui, oui. c'était une personnalité très organisée, voire psychorigide dans certains, aspects. Oui, c'est vrai qu'il disait que son appartement, vraiment, il y avait, pas un truc qui dépasse, tout était, enfin, très clinique, presque, tu sais, un peu hôpital, vraiment, et oui, tout était étiqueté, si je me rappelle bien, donc quelqu'un qui est finalement, vachement dans le contrôle, ce qui correspond encore une fois, beaucoup à cette structure, de personnalité, à cette psychologie d'un personnage qui effectivement, va vouloir un petit peu, bah, tout contrôler, comme je le dis, et puis, ouais, cette représentation peut-être, est-ce que ça, c'est une question aussi qu'on peut aborder. Est-ce que c'est juste qu'on ait cette représentation-là du tueur en série, parce que c'est celle qui est la plus couramment représentée dans les films, les séries. J'ai pas réussi, tu vois, à identifier, à me dire, bah, cette affaire, elle me fait vraiment penser à ce film en particulier, parce Mmh. que je trouve que, en fait, ben, Kat Vogelreckert, c'est un peu l'archétype qu'on verrait dans beaucoup d'affaires un peu classiques de fiction. Oui, je suis d'accord Mais avec je sais pas toi. si toi, t'as pensé à quelque chose, un film en particulier, une Non, série pareil, pas quelque chose en particulier, mais il y a pas mal d'aspects, que ce soit de sa personnalité ou de son mode opératoire, qui finalement rappellent pas mal de cas, que ce soit de cas fictifs ou de cas réels de tueurs en série. En tout cas, c'est un peu, Mmh, l'image qu'on a du tueur en série, peut-être, à tort d'ailleurs, hein, oui. c'est vrai qu'on peut se poser la question, mais une personnalité très organisée, méticuleuse, qui a un mode opératoire, très déterminé, très bien établi et qui du coup correspond pas mal aux clichés qu'on peut se faire ou en tout cas aux clichés qui sont, présents dans, les séries, les films, je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai quand même l'impression que oui, il réunit pas mal d'aspects, des tueurs en série, qui sont représentés dans la fiction d'aujourd'hui. Ouais, c'est vrai, il coche un peu toutes les cases, mais comme, presque tous les tueurs en série, européens, il est pas tant connu dans l'imaginaire collectif. Tu vois, enfin, je pense que si tu demandes à quelqu'un: «Cite-moi un tueur en série célèbre», personne ou presque ne dirait Volker Eckert, à moins qu'ils viennent d'écouter peut-être cet épisode, tu vois? C'est Et juste. qu'il l'ait vraiment fraîchement en tête. Mais de manière générale, on est très influencé plus par les figures américaines, et je dirais peut-être un Ted Bundy. Bah, finalement, Volker Eckert, bon, n'est pas non plus, je peux pas le comparer à Ted Bundy, mais il y a des points, de similitude, et on est un petit peu sur le même, type, de profil, quand même. Et pourtant, bah, voilà, il marque beaucoup moins les esprits, en fait, Volker Eckert, tout comme, j'ai l'impression, la plupart des tueurs en série européens. Et c'est un peu étrange Oui. d'ailleurs, peut-être parce qu'on a moins cette culture, nous, d'en faire des... Tu vois, j'en discutais il y a pas très longtemps avec des personnes qui s'intéressent aussi, et qui soit sont journalistes ou enfin sont dans le true crime. Et c'est vrai que on a beaucoup moins ce côté un peu star du tueur en série. Tu vois, ils vont peut-être un peu nous marquer. Je pense en France, tu vois, on parlerait peut-être d'un Fourniret Mmh. par exemple, qui marque beaucoup les esprits. Mais on a beaucoup moins ce côté star que tu verrais avec Ted Bundy, Ed Kemper, Richard Ramirez, tous ceux qui sont aux Totalement. États-Unis Mmh. vraiment, tu vois. Et peut-être pour ça aussi qu'on pense pas à un film en particulier, une série, parce qu'il y en a pas eu qui font directement référence à eux, quoi. Oui, je suis ouais, Alors qu'en c'est vrai, vrai. Non, tu raison. tu vois, le tueur au Polaroid, toute cette histoire, moi je trouve qu'elle est elle est très propice à ce qu'on en fasse peut-être un personnage de fiction. Alors, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, au contraire, mais c'est étonnant, je trouve qu'on ait cette différence de traitement. Et tout à l'heure, je disais, je vais peut-être un petit peu revenir sur ce que je disais moi-même, ou si tu veux aussi dire quelque chose sur ce profil un peu archétypal du tueur en série. Je pense que on est en même temps près de certaines statistiques, c'est-à-dire que oui, le mobile sexuel, il est assez fréquent, c'est celui qui revient le plus souvent chez les tueurs en série, on va dire, qui marque un peu les esprits.
Et d'un autre côté, on a quand même des particularités avec lui. Le fait que voilà, il se déplace autant, ça c'est quand même rare. Le fait de prendre les photos et puis après toutes les paraphilies qu'il y a aussi autour, les cheveux et tout ça, ça c'est quand même des trucs très distinctifs, beaucoup plus particuliers, quoi. Oui, totalement et je pense que, comme tu dis, c'est propice finalement à ce qu'on en fasse, une j'ai envie je dis star, j'ai pas envie de dire que c'est ce qu'il faut faire, hein, mais c'est vrai on glorifie pas mal, hein, les tueurs en série, mais surtout, comme tu l'as rappelé, peut-être les tueurs en série américains, beaucoup plus. En tout cas, c'est mon impression à moi aussi quand, on regarde un petit peu tout ce qui est, documentaires, séries, films adaptés de faits réels. J'ai quand même l'impression que, les tueurs en série américains sont quand même beaucoup plus représentés. Mais après, c'est peut-être lié aussi au fait qu'on est très influencé par la pop culture et la culture américaine de manière générale, surtout au niveau des films, des séries, du cinéma, c'est Hollywood, c'est est-ce que finalement c'est pas logique? Ouais, mais la pop culture s'empare beaucoup, effectivement des criminels, et va avoir tendance parfois, mais trop souvent à mon goût, à les, Mmh. glamouriser, à les mettre un peu, sur ce côté, excitant, palpitant, du criminel alors que bon, souvent on oublie un petit peu, ça a été beaucoup, beaucoup reproché, au moment de la sortie de la série Dahmer, par Mmh. exemple, où il y a pas mal de personnes qui étaient assez, choquées par, la manière dont Ryan Murphy a traité, cette histoire, le choix de l'acteur Evan Peters qui, on le sait, est un très bel homme qui plaît à beaucoup de femmes et d'hommes d'ailleurs. Donc voilà, c'est toute cette culture-là qu'on a beaucoup moins, je crois, en Europe et qui fait qu'effectivement, on va moins traiter ces criminels sous le même angle. Mmh, bien sûr. Mais ouais, je trouvais que c'était intéressant quand même de parler de ce côté, cette différence de traitement qu'on peut voir d'un continent à Mmh. l'autre. C'est quand même une affaire qui est propice à ce qu'on en parle parce qu'il y a tout un tas de détails qui sont franchement, très spécifiques et très inhabituels. Cette paraphilie avec les cheveux, par exemple, je trouve que ça c'est marquant. C'est pas quelque chose qu'on a Mm. forcément l'habitude de voir. Je sais pas si c'est, l'occasion d'ailleurs que tu rappelles, ce que c'est qu'une paraphilie parce que moi-même en faisant les recherches, j'ai été assez surprise de voir que beaucoup de choses sont considérées finalement comme des paraphilies. Pas forcément au sens, Ouais, ben, criminel et grave là, comme on en parle, hein, mais ouais, bah, la paraphilie, c'est un petit peu particulier. Alors, je l'ai un petit peu expliqué dans l'épisode sur l'affaire pour donner un petit peu plus mon point de vue, peut-être plus personnel, moins neutre sur tout ça. J'ai le sentiment que la paraphilie, elle est, bon, elles sont en fait définies par des manuels diagnostiques, notamment le DSM, qui font un peu loi aujourd'hui sur l'univers de la psychiatrie. Mais c'est quand même des choses qui sont rédigées par des personnes qui n'ont pas forcément d'objectivité à la base, enfin qui essayent de trouver des consensus entre différents psychiatres et psychologues. En fait, la paraphilie, elle a beaucoup évolué, j'ai envie de te dire, depuis quelques décennies, mais de base, tout ce qui n'était pas du rapport sexuel extrêmement hétéronormé, à viser principalement de mmh. reproduction, ou en tout cas voilà, de sexualité très, très classique, telle qu'on peut l'imaginer dans les années 50-60, était considéré comme une paraphilie. Tu vois, l'homosexualité, par exemple, Mmh. a été pendant un Mmh. moment dans la case des paraphilies. Aujourd'hui, on évolue. Mais c'est en fait un terme un petit peu difficile justement de cadrer parce que il est un peu fourre-tout et on va dire qu'en fait tout ce qui est vraiment hors des pratiques sexuelles très classiques va rentrer dans la paraphilie. Alors aujourd'hui, on est dans le DSM-5 avec certains critères qui vont être notamment sur tout objet qui n'est pas, on va dire physiquement, Mmh. des parties génitales ou en tout cas érogènes, érotisées, classiques. Donc par exemple des cheveux, pourtant en soi c'est une partie de corps, tu vois? Si on est excité sexuellement par des cheveux, c'est considéré comme une paraphilie. Mmh. Alors que si on est excité, sexuellement par, une poitrine, par exemple, une poitrine de femme, ça va pas être considéré, tu vois? Ah, c'est intéressant, La ouais. nuance, elle est un peu Mmh. bizarre parce qu'en fait, c'est des constructions quand même, mine de rien. Oui, bien sûr. Donc ça, on le fait rentrer dans le côté paraphilie. Pareil, si, en fait, par exemple, il y a beaucoup de choses qui sont pas du tout graves hein, dans les paraphilies. Ça va être l'excitation sexuelle avec, on va dire des objets ou des vêtements, donc de la lingerie. Voilà, s'il y a vraiment une espèce de fixation et que tu as besoin entre guillemets que cet élément soit présent pour arriver à l'excitation sexuelle, on va considérer que c'est une paraphilie. Mmh.
Et puis après, il y a tout ce qui est beaucoup plus compliqué, et c'est un peu difficile aussi d'accepter que tout est un peu regroupé sous le terme des paraphilies. C'est tout ce qui est des personnes qui ne peuvent pas donner leur consentement, donc des enfants, des personnes vulnérables, par exemple handicapées mentales, Mmh. enfin tu vois, ce genre de choses-là. Et je trouve que moi, ce qui me pose le plus problème, c'est que on va mettre la pédophilie dans le même en titre qui est paraphilie que je suis excitée par de la lingerie en dentelle. Donc ça, c'est un peu Oui, compliqué, tu vois. oui, parce que c'est clairement pas les mêmes implications et voilà. Et après, bah oui, tu vas avoir tout ce qui est aussi les choses inanimées ou animées, mais certains objets beaucoup plus insolites pour le coup. Mmh. Et puis, on peut partir dans beaucoup de choses, nécrophilie, zoophilie, etc. Enfin, tout ce qui finit en Ouais, philie, en d'accord. fait, tu vois. Donc, c'est très vaste et autant je tiens à vraiment dédramatiser, il y a énormément de choses qui sont considérées comme des paraphilies qui ne sont pas graves du tout, autant il y a des choses qui, non, à l'inverse, le sont vraiment. Bien sûr. Et voilà. Donc, dans Oui. le cas de Volker et Kurt, on a plusieurs paraphilies, en fait. On a effectivement donc alors chez lui, c'est très, très fort, hein, pour les cheveux. Oui. Vraiment les chevelures de femme, il faut que ce soit des cheveux longs, soyeux, et cetera. Je pense que c'est vraiment un certain je sais pas si tous les cheveux de femme l'attiraient de la même manière, tu vois? Je crois que vraiment il y avait ce côté, il fallait que ce soit long, C'est soyeux, je vrai, pense des cheveux c'est plutôt vrai. lisses, On parlait de d chevelure à chaque fois, vraiment, on a mmh, le sentiment que c'était pas n'importe quel cheveu, voilà, c'était un type c'est ça. spécifique, de Je sais pas, mais j'imagine qu'une femme à cheveux courts, par exemple, ça faisait peut-être moins cet effet-là sur lui. C'était vraiment des cheveux féminins aussi, hein, il s'intéressait pas aux cheveux d'un homme. Donc il y a mmh vraiment plein de, tu vois, de critères en plus bien sûr. là-dedans. Donc ça, c'est la première paraphilie, c'est celle qui a été peut-être la plus évoquée parce que oui, vraiment, il recherchait des profils de victimes ayant ces chevelures-là. Et parce qu'en fait, il s'était mis en tête que une femme ne le laisserait pas caresser ses cheveux, et donc du coup il était obligé de passer à l'attaque et de rendre ses victimes inconscientes pour pouvoir caresser leurs cheveux et en obtenir une satisfaction sexuelle. Et au-delà de ça, on a quand même aussi un sadisme sexuel qui me semble évident, je l'ai dit dans l'épisode, mais c'est quelqu'un qui c'est lié, mais il ne prend pas de plaisir à si une femme lui avait, je pense, laissé caresser ses cheveux en pleine, Mmh. tu vois, tout à fait consciemment, et en lui disant oui, il y a pas de souci. Je suis pas sûre qu'il aurait Mmh. réussi, tu vois, en entrant dans les détails, à obtenir une érection et une éjaculation, enfin, tu vois, un orgasme et tout. Je suis pas certaine, honnêtement. Mmh. Parce qu'il y a Ouais. vraiment ce rapport de domination quand même chez lui que je trouve qui est sous-jacent, que peut-être il a pas conscientisé, mais qui on voit bien qu'il y a quelque chose autour de l'humiliation, de la domination. Il met en scène ses victimes pour qu'elles soient retrouvées dans des positions dégradantes. Il prend des photos, il les annote comme tu avais dit, en les insultant et tout. Donc Mmh. ça aussi, le sadisme sexuel, pour le coup, ça rentre aussi dans la paraphilie. Donc ce grand terme très fourre-tout Oui, finalement, où oui, tu peux oui, retrouver c'est ce que j'allais autant dire, hein. la petite excitation pour, pour les sous-vêtements que les choses vraiment très sombres, C'est quoi. vrai que du coup, c'est complexe, hein, c'est pour ça que je te posais la question, mais quand tu dis que c'est fourre-tout, c'est sacrément fourre-tout. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, plein de catégories et que faut bien, prendre le temps de définir ce qu'on entend par paraphilie dans un cas particulier donné parce que ça s'applique à Ouais, tellement de ouais, c'est choses ça. que c'est compliqué finalement d'avoir une idée globale de ce que c'est qu'une paraphilie. Je pense qu'il faut faire En du cas fait, oui, par c'est ça. cas. C'est juste, l'excitation sexuelle qui vient de quelque chose qui, de base, n'est pas censé, t'exciter, c'est-à-dire, voilà, des organes génitaux, principalement. Oui. Oui, 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 alors Voilà. que quand on réfléchit pour le coup, sans faire de généralité, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, finalement, ont des paraphilies tout à fait saines. La lingerie, on Bah oui, sait c'est que ça, c'est oui. quelque chose, de Mmh. connu pour, justement, l'excitation, que ce soit, chez les hommes ou chez les femmes, ça re enfin je Bah, exactement, enfin, je veux dire, on a des imageries mentales, tous, ce qu'on va appeler des kinks, des choses mmh, comme ça, mmh mh. à des toutes petites, enfin, qui n'ont pas d'implication grave du tout, tant que c'est fait dans le consentement, et voilà, avec des personnes capables de donner leur consentement, évidemment. Mmh, je pense qu'il faut surtout insister là-dessus, c'est que, peu importe le kink, comme tu as dit, hein, finalement, qui pourrait, être, se rapprocher aux paraphilies là dont on parle, si la personne est capable de donner son consentement, si les 2 personnes qui participent à l'activité, peu importe, ce que c'est d'ailleurs, sont Mmh. consentantes, je pense que là, on n'est pas dans la même problématique, que,
la pédophilie ou le sadisme sexuel du tout. Ah bah non, pas du tout. Mais Ouais, on est vraiment à des antipodes et c'est ça, c'est ça, super important, je trouve. de le Et rappeler. c'est ça qui m'embête un petit peu avec les classifications comme peuvent le faire le DSM. Je sais que voilà, il y a vraiment une tentative aujourd'hui justement d'exclure des choses, comme je te dis, tu vois, Mmh. jusque dans certaines années, il n'y a pas si longtemps que ça, malheureusement, je crois que dans le DSM 3, 2 ou 3, c'était encore le cas de voir l'homosexualité, par exemple, présentée comme une paraphilie. Donc, on évolue petit à petit, mais c'est vrai que bon, il y a encore des dissociations qui devraient être faites entre finalement ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. Oui, Et comme je l'ai déjà dit, mais je tiens à le répéter, la norme, c'est quelque chose de très fluctuant en fonction des cultures, des oui, sociétés, des choses comme ça. Et oui. voilà, ici, le but, c'est pas du tout de juger ce Non, qui pas est du considéré tout, comme normal ou pas. au contraire, je pense que c'est bien de rappeler qu'il faut quand même faire preuve d'esprit critique par rapport aux manuels de diagnostic parce qu'on voit qu'ils évoluent et que, c'est une tentative de faire des classifications qui sont, pour le coup, parfois très utiles, hein. On n'est pas non plus en train de dire que ça sert à rien, mais il faut quand même garder à l'esprit que finalement, c'est fait à un moment donné avec certaines idées, avec, des époques qui peuvent changer, dans une société qui évolue donc voilà, c'était quand même important de rappeler, je pense que, ça peut évoluer et que heureusement d'ailleurs que ça évolue. Oui, oui, c'est ça. Non, mais vraiment, c'est important, effectivement de le mentionner et de le rappeler dans cet épisode parce que, voilà, là, pour le coup, Eckert, on a de la paraphilie, sur laquelle, bon, finalement, personne n'a vraiment d'avis à donner, hein, tu vois? Ce qui est la trichophilie, donc Mmh. que ce soit les cheveux, les poils et tout, bon, tant que c'est fait, avec, consentement de la part de tous les participants, il y a aucun souci. Là, quand on rentre plus, dans la dimension sadisme sexuel, en fait, le sadisme sexuel sous-entend déjà que tu n'auras pas le consentement de la personne. Parce que sinon, on est dans quelque chose de plus sain. J'imagine que, tu vois, de ce que j'ai pu connaître de l'univers plutôt Mmh mh. BDSM, par Mmh. exemple, il y a un fort respect du consentement et on est dans de la mise en scène, mais finalement, si la personne donne son accord pour certaines pratiques, mais il y a aussi tout un tas de process pour arrêter s'il faut, Bien etc. sûr, Enfin, ouais. et souvent, les soumis ne sont pas si soumis que ça et ils ont aussi plein de pouvoirs. Quand on parle de sadisme sexuel, on parle pas de BDSM et ça aussi, je tiens vraiment à le dire, c'est pas du tout la même chose, quoi. Là, on est vraiment sur quelqu'un qui va prendre son plaisir sexuel à créer de la souffrance chez un autre être vivant, en fait. Oui et qui n'est pas consentant pour le coup et qui, Voilà. je pense que c'est ouais, tu bien raison de le dire parce que j'ai pu lire quelques commentaires là-dessus aussi où des personnes s'exprimaient par rapport à l'univers BDSM. Je pense que c'est un univers qui, finalement accorde presque plus d'importance au consentement du fait que, bah, c'est très délicat et c'est très réglementé, c'est très codifié. Alors pas tout le temps, hein, mais je veux dire, Bah oui. on ne fait pas Mmh. des généralités en disant que, forcément, le BDSM, c'est qu'il y a pas de consentement. Non, c'est ça. Voilà, faut vraiment bien distinguer et là encore, je trouve qu'il y a encore, je pense, beaucoup de chemin à faire au niveau notamment des manuels diagnostiques pour, tu vois, bien, cadrer tout ça. Mais voilà, dans le cas d'Eckert, on est vraiment, sur quelque chose de, je recherche à, je pense, mais là, c'est moi qui en fais l'hypothèse parce que lui, il l'a jamais, reconnu, mais qu'il y avait vraiment ce côté, de domination qu'il cherchait et c'est en ça que, encore une fois, il a un mobile plutôt, classique de tueur en série, à mobile sexuel, quoi. C'est vrai, mais tu as évoqué quelque chose d'intéressant tout à l'heure et ça m'a fait penser justement à un sujet qu'on voulait aborder qui est la pensée dysfonctionnelle. Parce que c'est vrai que très tôt dans sa vie, très jeune, hein, déjà, hein, il s'est mis en tête que la seule manière qu'il aurait de caresser une chevelure, parce que c'était son obsession, c'était que la personne, donc en l'occurrence la femme ou la fille, soit Mmh. inconsciente. C'est quand même assez Oui. particulier comme raisonnement. Parce que, comme on l'a dit, s'il avait demandé à quelqu'un, avec qui il était en confiance dans une relation, potentiellement, je suppose qu'elle n'aurait pas forcément, émis d'objection par rapport à ça. Enfin voilà, en tout cas Ouais. pas de manière sûre. C'est une possibilité. Et ça, c'est vraiment on sait pas d'où ça vient. Lui, il l'a jamais expliqué. Est-ce qu'il a eu peut-être une mauvaise expérience? C'est Mmh. possible, tu vois, que Mmh mh. peut-être, à un moment, il ait essayé de toucher, les cheveux d'une petite fille, parce que lui-même était assez Oui, petit à ce oui. moment-là et que, bah, elle lui tu vois, elle les rejetait, elle les repoussait et qu'à partir de ça, il se soit dit: «Bah, plus jamais», enfin voilà, c'est un interdit. Est-ce que, ça vient de quelqu'un de sa famille qui lui a dit: «Non, ne fais pas ça», tu vois? Est-ce que quelqu'un lui a mis en tête que c'était
malsain, ou est-ce que, je Mmh. sais pas, peut-être qu'il a entendu un truc, ça peut venir de n'importe quoi, peut-être qu'il C'est a entendu un vrai. truc à la radio, à la télé, peut-être que, ou alors c'est vraiment sorti de lui-même, enfin, tu vois, d'une mauvaise interprétation, de se dire: «Bah, jamais, heu, on me laissera cette possibilité-là», parce que, je pense qu'il y avait ce côté «je me sens, différent». Parce Mmh. que c'est sûr que tout le monde n'a pas ce type de, d'excitation sexuelle-là. C'est Oui, elle est, on va dire marginale, mais, lui, peut-être qu'il a associé le fait que ce soit marginal à, du coup, c'est honteux. Oui, j'allais te demander si, ouais, tu avais cette idée justement, de honte et je sais qu'il jouait, enfin il jouait, bon, il prenait la perruque de sa mère pour assouvir certains de ses fantasmes. Il avait retrouvé une vieille Oui, perruque dans un grenier et c'est tout à fait plausible, même si c'est absolument pas sûr, que, peut-être qu'il ait été surpris à un moment ou à un autre, que peut-être ouais, qu'on c'est lui ait ça. dit, Ouais, ouais. que bon, Bah, c'était pas oui, forcément un parce que comportement, adapté. ouais, Je sais pas. exactement, parce que, bah, oui, la masturbation chez les enfants, déjà aujourd'hui, je pense que tous les parents n'ont pas forcément les bons réflexes pour gérer Bien ça, tu sûr. vois? Et souvent, il va y avoir ce côté, c'est sale, il faut pas le Mmh. faire, et cetera. Mais alors, je pense qu'à son époque, c'est totalement possible que, s'il a été surpris, on l'ait pas du tout, mis dans les bonnes conditions pour comprendre que bon, ben, voilà, puis j'imagine, tu vois, c'est difficile, peut-être que sans forcément vouloir, mal faire, peut-être que son père, sa mère, enfin n'importe qui, a pu avoir des mots, qui l'ont heurté, qui se sont, tu vois, incrustés, trop, et qui ont laissé ce côté, tu dois garder ça, secret. Oui. Tu dois surtout jamais, remontrer que tu as ce désir-là sexuel, quoi. C'est ça, je pense que la dimension de la honte et de la répression, elle joue un rôle dans pas mal, d'affaires, d'ailleurs pas forcément criminelles, hein, mais c'est assez intéressant quand même d'en parler et de se dire que, déjà vu l'époque, c'était évidemment pas aussi, on n'en discutait pas autant qu'aujourd'hui, on va dire et puis il faut rappeler aussi qu'il était en RDA, donc qu'il y avait Mmh. quand même tout un contexte politique très particulier et très spécifique. Je sais pas ce que tu en penses, mais ça a pu jouer un rôle aussi sur, pas mal de Bah, choses et oui, cette idée ouais. de répression, tout ça. Totalement. Alors bon, je suis pas du tout une experte, Mmh. de l'histoire, de l'Allemagne, post, Seconde Guerre mondiale et tout ça, mais j'imagine qu'effectivement, il y a quand même tout un contexte, historique, sociologique, et du coup, qui, va affecter, les personnes qui grandissent dans cette ambiance-là, de culture du secret, du tabou, de voilà, on parle pas évidemment de santé mentale. D'ailleurs, on le disait à un moment dans l'épisode, Mmh. mais le suicide, par exemple, c'est quelque chose qui est complètement, masqué. On n'en Mmh mh. parle pas, ça n'existe pas. En fait, on ne peut pas envisager que ça puisse arriver quasiment. C'est sûr et certain que oui, le contexte dans lequel il grandit au début, sans parler de la cellule familiale, mais vraiment de Mmh. plus, de son pays, de la ville et tout, il est déjà lourd. Il incite pas du tout à s'ouvrir, à parler des choses. On est vraiment plus dans on cache un petit peu, tout ce qui peut paraître honteux, quoi. Et après, au sein même de la famille, on sait que voilà, sa mère était quand même plutôt stricte, Mmh. donc on peut imaginer que bon, elle était pas non plus, évidente à ce niveau-là, qu'il pouvait pas se confier. On sait qu'en plus, il va commencer à développer, et ça aussi c'est une autre, pensée dysfonctionnelle, mais il va commencer à développer quelque chose de très, clivé autour de l'image de la mère et du père, enfin en opposition à celle du père, puisque sa mère, il va la détester du fait que il considère que c'est elle qui a causé le divorce, Mmh. et donc la séparation de ses parents, puisqu'elle a mis son père à la porte. Et son père, pour lui, bah, c'est finalement, le héros, l'homme idéalisé, quoi, et ça, Mmh. on le voit très souvent, hein. C'est franchement, c'est assez fréquent quand même, dans, les histoires, de tueurs en série. J'imagine, en fait, dans les histoires d'enfants qui grandissent dans ces années-là, quand il y a un divorce, très souvent, il y a ce côté, ils restent avec la mère, mais en fait, ils la détestent parce que, bah, finalement, c'est elles qui sont en charge de l'éducation, c'est elles qui ont le mauvais rôle. Mmh, Et puis, totalement. le père, qui est absent, il est absent, mais ça, bizarrement, c'est pas pris en compte. On dirait que c'est le père idéal,
Mais c'est vrai que je pense que la représentation qu'on a est peut-être, «coupable de ça aussi» entre guillemets parce qu'on s'interroge souvent, que ce soit dans les cas de fiction ou dans les vrais cas, de crimes de tueurs en série, on a quand même beaucoup tendance à se pencher sur la mère et sur le rôle qu'elle a pu jouer dans, le passage à l'acte de tel ou tel tueur en série. Et Ouais. c'est évidemment que c'est intéressant de se pencher sur l'enfance et sur la famille, hein, mais c'est vrai que j'ai constaté qu'on avait beaucoup tendance à remettre en question un peu, l'éducation, donnée par la mère ou souvent l'absence du père aussi, hein, ça peut arriver, mais comme tu dis, voilà, c'est logique finalement vu que la mère est responsable de l'éducation, c'est logique qu'on s'attarde sur, ses fautes à elle, ses failles éventuelles, parce que Mmh. je sais pas ce que tu en penses, hein, par rapport à ça, mais j'ai quand même ce sentiment qu'on s'intéresse beaucoup des fois au rôle, potentiel qu'une mère a pu jouer dans le passage à l'acte, Bah, oui, oui, bah, totalement. Alors, d'un côté, ça semble logique parce que comme tu dis, c'est souvent elle qui est en charge de l'éducation. Puis loin de moi l'idée de dire que toutes les mères, ah! ont toujours été, exemplaires, Ça hein, c'est sûr. vraiment pas. Ça, c'est sûr et certain. Donc, je pense que oui, il y a des torts qui doivent, probablement, être justifiés, mais de manière générale, on le sait, et peut-être aussi parce que les femmes étaient beaucoup plus en charge de s'occuper de leurs Mmh. enfants à cette époque. On a beaucoup rattaché tous les traumas liés à l'enfance à la mère et finalement le père qui soit là et très strict bizarrement. C'est comme si on allait plus le passer parce que c'est des hommes et que voilà ils étaient Mmh. stricts et que ça semble plus dans la norme en fait de se dire que voilà dans les années après guerre comme ça bon bah les hommes ils étaient durs, c'est normal, mais par contre Mmh une mh. femme non. On attend plus en fait de la femme et de la mère qu'elle soit aimante, qu'elle soit là pour, soutenir et cetera, et quand c'est moins le cas parce que, bah, justement, cette mère de famille là, elle se retrouve à élever ses gosses toute seule, bah, bizarrement, on va plus, les pointer du doigt, quoi. Oui, c'est vrai, j'avais pas fait le rapprochement entre ce côté, l'autorité et le fait qu'un père soit strict, peut être, lié tout simplement au fait que c'est ce qui est attendu de lui. Mais c'est ça, exactement, Je ouais. suis pas en train de dire que c'est juste, hein, mais surtout, Oui. comme tu dis par rapport au contexte, d'après-guerre et que du coup, on va plus le remarquer quand, une femme fait preuve d'autorité. Alors que, c'est on parle d'autorité là de quand on parle d'autorité, c'est dans des cas un petit peu particuliers. C'est-à-dire, c'est pas juste de l'autorité, c'est qu'apparemment, voilà, il y a des comportements un petit peu, plus qu'autoritaires, on va dire, qui peuvent se rapprocher, dans le cas de d'Eckert, je ne suis pas sûre, on n'a pas eu beaucoup d'informations à part qu'il avait une Non, mère non. autoritaire, Ouais, mais mais après, tu vois, voilà, avoir une mère autoritaire dans ces années-là, tu sais pas trop ce que ça veut dire. mmh Est-ce mh, qu'elle faisait usage de violences, physiques, c'est psychologiques, ça. ou est-ce que, voilà, elle était stricte, comme finalement, beaucoup d'autres parents, d'enfants qui ne sont pas devenus des tueurs en série? Et puis, j'imagine que ça, cette information-là, on la tient de lui, en fait, et donc bon, c'est vraiment toujours, délicat de se baser là-dessus. Alors, en tout cas, nous, dans nos recherches, on n'a pas vu, d'éléments, extrêmement marquants de violence de la part, de sa mère ou de ses parents dans sa Non, famille. comme Voilà, on on a peut le voir plutôt le des fois, sentiment qu'il grandit, bon, avec en tout cas plus ce côté, ouais, il est en opposition avec sa mère, très clairement. On sent que ça se passe pas bien et voilà, je sais pas à quel point, c'est, basé sur, des faits concrets ou c'est plus du ressenti de sa part. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, il a ces pensées-là qui, très jeune quand même, on voit qu'il y a d'une part donc cette, paraphilie qu'on disait, donc cette excitation sexuelle sur des cheveux, mmh mh. qu'il, refoule, ou en tout cas que vraiment il sait que voilà, il peut pas montrer, il sent que, enfin et c'est là que c'est dysfonctionnel, il se dit: «Je ne peux pas parler de ça, je ne peux pas demander ça». Donc il va falloir quand même, que ça trouve un moyen de s'exprimer, mais il va être très dysfonctionnel aussi puisqu'il est basé sur une pensée dysfonctionnelle. Mmh. Et d'un autre côté, on voit que très vite déjà quand, on identifie sa mère comme l'ennemi, on le sait, ça peut assez vite pousser à, des pensées, bah, misogynes qui vont s'étendre en Mmh. fait, malheureusement. Bien sûr, ouais. C'est vrai, c'est ce que j'allais te demander aussi par rapport au profil de ces victimes. C'est quelque chose d'assez fréquent qu'un tueur en série s'en prenne, aux travailleuses du sexe et souvent, à tort ou à raison, hein. On parle vraiment de là, c'est intéressant parce qu'on peut parler d'imagerie un peu populaire vu qu'il coche pas mal de cases du tueur en série classique. On a aussi, dans certaines séries ou dans certains films,
tendance à rapprocher la haine de la mère après, au passage à l'acte, sur des travailleuses du sexe, comme si c'était un peu un exutoire, en fait, finalement, de ses pulsions ou de ses fantasmes de violence. Oui, oui, totalement. Mais déjà parce qu'en vrai, la travailleuse du sexe, la prostituée, hein, Mmh. on va parler peut-être avec Oui, les termes, qui sont, quand même pas forcément, les plus, corrects comme il faudrait les utiliser, mais qui sont, en fait, encore une fois, reliés à cette imagerie qu'on a. c'est vrai, La tu raison. prostituée, Mmh. c'est, finalement, enfin, c'est la fille de joie, la fille du caniveau qui n'a pas droit à autant d'attention de la part, bon, bah, des médias déjà, de l'opinion publique, de la police aussi. C'est-à-dire que bon, bah, quand une, prostituée disparaît, on le sait, elle va Mmh. pas forcément être autant recherchée qu'une mère de famille. On en a parlé, quand on a parlé de l'affaire Chéri Papini, par C'est exemple. juste. C'est un fait qui c'est là, c'est comme ça. C'est des femmes qui, sont malheureusement déjà, parlons, concrètement, amenées à monter dans les véhicules, à partir avec des hommes qu'elles ne connaissent pas. Elles sont obligées, elles, de gagner leur vie comme ça. D'un côté très pragmatique, c'est plus facile déjà de s'en prendre à ces femmes-là, et on sait que on a moins de chances quand même d'être recherché par la police pour ce type de crime-là. Et au-delà de ça, tu as raison de le dire, il y a peut-être une symbolique aussi. Et en tout cas, dans le cas des Kurt, je pense que c'est intéressant de le mentionner parce que on l'a dit, il met en scène les corps, il y a quand même quelque chose, on sent dans le sadisme justement que j'évoquais, peut-être d'une vengeance, ou en tout cas, voilà, il va se dire, ces femmes-là, elles méritent d'être Mmh. humiliées. Mmh. Et on le voyait dans ce qu'il écrivait, derrière les photos qu'il prenait, on sent que vraiment il y a peut-être quelque chose, et effectivement, peut-être un lien inconscient assez lointain, de prendre une revanche finalement sur cette mère qui pour lui a peut-être gâché sa vie en mettant son père à la porte et tout ça. Et oui, c'est vrai que ouais, on le voit très souvent, Mmh. ce lien qui est fait de vengeance sur les femmes. C'est pour ça que je me demandais, voilà, je voulais en parler, qu'on en discute. Mais comme tu dis, il y a aussi dans la mise en scène et dans le traitement de ces victimes, un mépris, mais assez impressionnant et qu'il ne cache même pas puisqu'il annote les photos et qu'il utilise des termes franchement, affreux pour parler de ses victimes. On voit qu'il y a aucun respect, qu'il ne les considère presque pas comme des êtres humains finalement, ces femmes-là. Presque comme, Ouais. des poupées, hein, parce qu'il jouait avec des poupées, gonflables aussi. On pourrait s'imaginer que pour lui, c'était pas tellement différent, en fait, dans la façon dont il traitait ces femmes-là, ce qui se permettait d'annoter sur, ces polaroïds. Ça prouve quand même que, il n'a pas spécialement de respect, en fait, pour, ces, Ouais. prostituées. Ouais, totalement. Et tu vois, je suis presque en train de me dire, ça pop un peu dans mon esprit, mais Mmh. tu vois, tu parles du fait qu'il les traite comme des poupées. On sait que très vite, très jeune, lui, ses pulsions, elles se sont développées Mmh. autour de la poupée Barbie de sa sœur. Mmh. Il y a peut-être une autre paraphilie, qui se rapproche finalement de la nécrophilie, qui est cet attrait pour des objets inertes, en fait, qui ne peuvent pas, de toute manière, Mmh. dire oui, dire non, qui ne peuvent, en fait, avoir aucune réaction parce que ça permet d'avoir le contrôle total, quoi. Et on veut vraiment quelque chose qui n'a plus de vie en soi. Donc oui, que ce soit un objet, que ce soit un corps mort. On sait que très souvent, lui, il allait, et ça c'était notamment au début, quand il allait pas jusqu'au meurtre, mais qu'en tout cas, il étranglait des femmes pour leur faire perdre conscience. Il se masturbait pas sur place, il Mmh. le faisait plus tard. Donc tu vois, il y a vraiment ce côté, je sais pas, on dirait que, enfin, il a vraiment besoin que ces femmes-là, elles soient inconscientes ou mortes pour ensuite ressentir l'excitation, Oui, et je totalement. suis en train de penser que voilà, il y a au-delà du sadisme, au-delà des cheveux, il y a peut-être aussi ce côté, il faut que ça soit inerte, il faut que ce soit mort ou presque, oui, que ce soit un objet. Et c'est pas anodin, au-delà de l'opportunisme, qui sélectionne des prostituées parce que finalement, c'est comme tu le dis très justement, pas vraiment des êtres humains dans la tête, malheureusement, de certains hommes comme Volker et Kurt. Mmh. Oui, j'avais pas pensé à c'est vrai qu'on en a parlé, hein, du fait que, du coup, son premier émoi sexuel était, lié, en fait, à la poupée Barbie de sa sœur et que, Mm, du coup, on a l'impression, finalement, que tous les crimes qu'il va commettre après, que ce soit l'étranglement «simple» entre guillemets, mm. pas suivi du meurtre, hein, c'est-à-dire, ou le meurtre et le sadisme sexuel,
on a quand même l'impression qu'il va avoir cette envie de revivre un peu cette excitation qu'il a pu ressentir avec la poupée Barbie, en fait, de considérer que c'est des femmes, mais que c'est presque comme des poupées géantes, en fait, un peu inanimées puisqu'elles sont, inconscientes au moment où, enfin, qu'il les étrangle, en tout cas, qu'il cherche le fait qu'elles soient inconscientes pour pouvoir, ressentir du plaisir. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que vraiment à ce niveau-là, même s'il y a effectivement des petits éléments qui sortent un petit peu du lot, on est sur le profil, j'aime pas dire classique parce qu'en Mmh. vrai, ben, tous les êtres humains et tous les tueurs en série ont leurs particularités, mais on est quand même sur cette imagerie, peut-être qui a été, plus vue et qui statistiquement aussi est celle quand même qui ressort le plus, hein. J'ai pas, là le chiffre en tête exact, mais je peux sûrement trouver facilement. Il me semble que le mobile sexuel, c'est celui qui revient le plus chez les tueurs en série, quoi. Oui, il me semble que c'est ce qu'on avait vu, hein. On en avait discuté, donc on s'était un peu renseigné. C'est vrai qu'il y a quand même des études assez sérieuses qui ont été faites par, pas mal d'universités ou par le FBI même, qui tendent à dire que justement le mobile sexuel est très répandu chez, les tueurs en série. Et ça Ouais, bah serait oui, c'est ça. finalement pas si étonnant que ça, et c'est aussi pour ça qu'on représente souvent le tueur en série comme quelqu'un qui a un mobile sexuel. Dans les séries, les films, les livres, bref, c'est vrai que c'est souvent un mobile sexuel. Même si on n'a pas les chiffres exacts, parce que c'est difficile d'avoir vraiment des données là-dessus. Le profil du tueur en série à mobile sexuel, c'est l'un des plus répandus. Donc là-dessus, c'est sûr qu'il s'inscrit dans la continuité de ces tueurs en série, mais pour autant, c'est vrai qu'il a ses particularités aussi. Après, il y avait un autre point, je pense, qui peut être intéressant à évoquer aussi dans le cas de Volker Eckert. C'est très dommage parce que un petit peu avant du coup que son procès ne puisse se tenir, les avocats de Volker Eckert avaient évoqué la possibilité qu'il ait agi en partie à cause de lésions cérébrales, Mmh. parce que il aurait été, je crois, renversé, ou en tout cas il aurait eu un accident de la route quand il était plus jeune, et on pense que potentiellement, enfin en tout cas sa défense évoquait la possibilité qu'il ait des lésions cérébrales qui expliqueraient pourquoi il aurait agi comme ça, parce que c'est vrai, c'est assez connu que certaines lésions, notamment au niveau du lobe frontal, donc à l'avant du cerveau, peuvent conduire à justement de l'agressivité, et on en retrouve dans pas mal Mmh. d'histoires de tueurs en série. J'ai cherché justement si on pouvait trouver des données un petit peu plus précises là-dessus, et j'ai trouvé une étude qui est plutôt récente puisqu'elle date de 2014 et qui a été faite par l'université de Glasgow, et qui s'intéressait en fait au développement neuropsychologique, enfin neurologique d'abord et neuropsychologique, et aussi aux risques psychosociaux chez les tueurs en série et les tueurs de masse. Et en fait, cette étude, elle est super intéressante parce qu'elle montre qu'il y a quand même plus de 20%, 21,34% précisément, sur un échantillon de 239 tueurs en série, qui ont eu des blessures au niveau de la tête. Donc Mmh. c'est soit sûr et certain, soit c'est probable qu'ils aient eu cette blessure-là. Donc c'est quand même un chiffre important, mais ça fait plus d'1 sur 5. Donc on est quand même sur une proportion qui est vraiment non négligeable de personnes qui auraient donc reçu un traumatisme, on va dire, crânien, ou en tout cas cérébral, qui auraient potentiellement pu laisser des lésions. Et alors ça, moi je l'ai pas spécialement... Enfin, je sais que je l'avais déjà vu dans d'autres études, Mmh. notamment du FBI, du BSU, qui a beaucoup travaillé sur justement la typologie, les différentes typologies des tueurs en série, qui eux aussi évoquaient déjà cette possibilité, qui est vraiment un lien entre des lésions Mmh au mh. niveau de certaines zones du cerveau, notamment le lobe frontal. Et moi, c'est quelque chose que j'ai vu aussi plutôt dans ma pratique en gérontologie, où j'ai étudié et j'ai vu parfois des personnes qui avaient des lésions pareilles dans ces zones-là du cerveau, soit suite effectivement à un accident, soit moi dans ma pratique c'était plus des maladies neurodégénératives Mmh. qui attaquaient des zones spécifiques. Et en fait, le lobe frontal, il est super important
dans le comportement en société, parce que c'est là que résident en fait tous les comportements acquis de comment tu dois bien te comporter en société, de comment tu ne cèdes pas à toutes tes envies. Tu sais, t'as une envie qui te passe par la tête, t'agis Mmh. tout de suite. Oui, 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 les C'est pensées vraiment toute la... intrusives, mmh. Ouais, c'est ça, et toute la l'éducation, toute la structure que tu donnes petit à petit à un être humain qui apprend à grandir avec d'autres personnes et à agir en société, tu vois, de manière correcte et civilisée, et voilà, à respecter le consentement et puis les codes sociaux qu'on peut tous avoir. Et en fait, quand tu retires le lobe frontal à quelqu'un, bah, il agit de manière hyper instinctive, primaire, presque animale, tu vois, il a plus du tout tous ces codes. Donc ça avait été évoqué, et c'est dommage parce que du coup, Volker Eckert est décédé avant qu'on ait pu lui faire passer les examens nécessaires pour regarder s'il avait ces lésions. C'est dommage aussi qu'on n'ait pas peut-être fait d'autopsie derrière, mais bon, voilà, je pense que c'est des choses qui Oui. sont trop coûteuses, et voilà, il y avait Mais c'est plus vrai que forcément de... c'est intéressant quand même comme, hypothèse, même si, ça reste des hypothèses, ça reste des études. Bon, il y a quand même des statistiques assez claires et qui sont des sources fiables, je pense, je suppose. Oui, oui, Et oui, c'est quand oui, oui. même pas la première fois qu'on entend parler de ça en plus, dans le cas par exemple de Jeffrey Dahmer, ça avait été évoqué aussi cette la théorie de l'accident qui a pu laisser des Oui, lésions. totalement. Ses parents avaient quand même, alors c'est ses parents, hein, on fait attention, on reste prudent, mais avaient évoqué quand même un changement de comportement suite à un accident. Alors, je sais plus si c'est un accident de balançoire ou Alors un oui, trauma. il y a eu plusieurs choses parce que lui, il me semble que c'était carrément après une opération, une anesthésie Ah! générale où ils avaient dit que ça avait pu laisser des lésions, et puis il y a eu aussi un autre moment où il aurait été cogné à la tête. Je sais Oui. plus, qu'est-ce qui s'était passé exactement, mais voilà, il y a eu 2 choses. Et lui, c'est Mmh. vrai que dans le cas de Dahmer, c'est, je crois, l'anesthésie générale où on se demande Mmh. s'il n'y a pas eu quelque chose d'autre qui s'est passé pendant l'opération que les chirurgiens n'auraient pas dit, parce que bon, finalement, ils ont réussi à le soigner. Mais bon, on sait que ça arrive, on en a parlé. En plus, on a Ouais. fait des épisodes aussi sur des choses qui peuvent se passer au bloc opératoire comme ça, pas forcément terribles. Et bref, donc lui, c'était encore un petit peu différent, mais je sais que ouais, il y a beaucoup, beaucoup de cas de tueurs en série. C'est le cas aussi pour Ramirez. Mmh. Enfin, où on se dit, il y a cet événement de blessure à la tête qui a pu peut-être laisser quelque chose. Donc Ça, c'est intéressant, et je c'est trouve une que c'est piste, important d'en parler. ouais, je pense que c'est une piste à creuser aussi, même si, ça va pas justifier tous les meurtres pour autant, évidemment. Mais il y a aussi, quand même, cette on le sait aussi que, par exemple, une tumeur au lobe frontal, Mm. peut avoir un effet quand même, très significatif sur une personne, et ça peut même créer un changement de comportement assez intense, une agressivité accrue. Alors je suis pas spécialiste, je suis pas neurologue du tout, mais on en parle quand même assez régulièrement de ça, que c'est même un des signes, avant-coureurs. Enfin, disons que c'est potentiellement aussi grâce à ça qu'on peut, détecter une tumeur. C'est un changement de personnalité brusque, une agressivité accrue chez une personne. Donc ce serait finalement pas si étonnant que des lésions au lobe frontal puissent avoir des conséquences sur, le contrôle chez un individu, en fait. Ouais. Alors là-dessus, j'essaierai peut-être d'apporter quelques Mmh mh. petits éléments, parce que j'ai fait des études Mmh de mh. neuropsychologie, alors pas Mmh de mh. neurologie non plus, mais voilà, j'ai un petit peu étudié tout ça. Je pense que ce qui est quand même intéressant de noter, c'est que donc oui, effectivement, des lésions dans le cerveau, en fonction des zones, évidemment, ça va avoir potentiellement des effets différents. Mais là où j'aurais peut-être un petit peu plus de réserve, c'est le fait que, tu vois, si c'est arrivé quand il était jeune, Mmh. on sait qu'il y a une plasticité incroyable du Mmh. cerveau, notamment quand t'es jeune, ton cerveau il est encore en construction, et il y a des gens qui vivent avec vraiment des zones entières de leur cerveau qui sont amputées par exemple, et qui arrivent Mmh. quand même à vivre après, parce que la plasticité fait que des zones qui normalement n'auraient pas ce rôle-là, elles vont prendre le relais, elles vont réussir, OK. tu vois, à recréer des Mmh. connexions et tout ça. Et notamment quand ça arrive jeune, moi je pense que ça peut rester comme peut-être une piste d'un facteur qui expliquerait, mais c'est pas ça qui peut Mmh. expliquer dans son entièreté. Ça me semble assez peu probable, Bien surtout parce sûr, que ouais. voilà, si on parlait d'un accident qui est arrivé vraiment, tu vois, on dirait Volker Eckert, il avait jamais eu de comportement violent, et puis il a été renversé par une voiture, ça a créé des lésions, et après ça,
il avait plus du tout les mêmes comportements, les mêmes codes sociaux et il s'est mis à agresser des femmes, là oui, on pourrait faire le lien direct. Là, dire que bon, il a eu un accident, en plus il est pas daté cet accident, on sait pas exactement, on sait juste qu'il était Mmh. jeune, mais à quel point est-ce qu'il était jeune? Ouais. En plus c'est sa défense qui a porté ça. C'était intéressant, je trouve que c'est intéressant d'en parler, de le mentionner parce que oui, les Mmh. statistiques montrent que il y a quand même probablement un lien, un pont qui peut être fait, mais de là à dire que la lésion pardon, dans le cerveau est la cause directe, je Mmh. pense que c'est plus délicat, tu vois. Oui, bien C'est plus, sûr. oui, on peut dire que ça ajoute quelque chose. Et j'ai vu pas mal, tu vois, en regardant, du coup, en cherchant ce chiffre-là, j'ai vu pas mal de personnes sur Internet qui écrivaient, bah, je viens d'apprendre que avoir reçu un traumatisme crânien dans l'enfance était peut-être un lien avec devenir tueur en série. Moi, j'ai eu tel accident, j'ai été frappée par mon grand frère, machin, à la tête. Est-ce que du coup, je suis normale? Mmh. Et oui, enfin, tu vois, ça peut vraiment aussi beaucoup créer des angoisses. Je trouve que c'est important de rappeler que, Clairement. comme d'habitude, hein, dans toutes les affaires dont on a parlé, il n'y a pas une il C y a pas Ouais, un facteur, il y a pas une c'est raison, il y a ça. pas on peut Tu pas le dis tout mettre le le doigt temps. sur un Mmh. truc puis dire: «C'est sûr qu'il y a que ça qui fait que la personne elle est devenue un tueur en série». Pas du Mais je tout. pense que tu le Donc rappelles souvent dans tes vidéos et c'est ouais, bah, c'est important de important. le dire Mmh. qu'il y a pas un seul facteur du passage à l'acte. En général, c'est quand même une accumulation de beaucoup de choses, mais c'est quand même bien de parler de cette théorie, cette piste qui peut, sans expliquer, tout le passage à l'acte, juste, être elle mérite, je pense, d'être mentionnée tout simplement. Oui, c'est à Mais c'est prendre en beaucoup compte plus parce que complexe c'est que bah, ça. ouais, puis parce que aussi, et ça j'aime bien aussi en parler souvent de ce genre de choses, ça sort aussi de la psychologie parce que pareil, on a un peu Mmh. tendance des fois et moi certainement la première parce que voilà, c'est une déformation, mais à tout vouloir expliquer Oui, par, la psychologie, puis d'autres vont vouloir tout expliquer par la sociologie et d'autres vont vouloir tout expliquer par, la neurologie ou la biologie, d'autres encore par la génétique, enfin tu vois? Et en oui, bien fait, sûr. non, c'est un mix de tout ça et c'est ça qui est important aussi de rappeler. Donc moi, c'est pour ça que j'aime bien en parler quand on sort totalement de la psychologie. Là, on parle de quelque chose de physique, tu vois, qu'on peut identifier. Tu passes un scanner, on va la voir, la lésion, et on peut dire, bah ça, c'est un des éléments qui peut effectivement amener quelqu'un à avoir ce genre de comportement. Ouais, oui, oui, c'est super intéressant ce que tu dis, de pas se contenter d'étudier, un cas de tueur en série, su par rapport à une spécialisation. C'est-à-dire les sociologues vont voir l'aspect sociologique, la faute de la société et cetera, enfin, qui tout ça, ce sont des paramètres à prendre en compte, mais qui constituent Mmh. un ensemble et je pense qu'il faut vraiment voir, le un passage à l'acte sous un prisme vraiment global et pas se contenter de parler que de psychologie, que de sociologie, que de médecine générale, c'est-à-dire de lésions et cetera, donc c'est bien de le rappeler et je pense que tu as raison de bien le signaler. On est un peu sorti, on s'est un peu éloigné du cas de Bon, on s'est Volker et éloigné, Kurt, mais enfin mais oui et c'était non, un peu hein, la porte. Ouais, c'était vraiment l'occasion, je pense, de discuter de ça et puis, je sais pas d'ailleurs, si tu avais, d'autres points que tu voulais aborder sur son cas? Non, bah, tu vois, on a quand même, finalement, balayé pas mal de choses. Mmh Enfin, mh. en fait, le cas de Volker et Kurt, je trouve et comme on l'a dit dès le début, c'est pas un cas aussi connu que plein d'autres, mais il a plein de petites spécificités qui, je trouve, sont intéressantes, à discuter et puis on reviendra très certainement sur d'autres cas de tueurs en série. On pourra voir les liens ou les différences, mais il y avait pas mal de choses, je trouve, à aborder, en fait, c'est un cas et c'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant. Je dis toujours que quand on choisit nos sujets, c'est parce que en fait, ils sont le point de départ de discussions plus larges et je trouve que Eckert est vraiment Oui, un vraiment. bon exemple là-dessus. On a moins parlé dans cet after show que dans l'épisode des victimes, mais je pense que bon, voilà, le message est passé aussi sur le fait que, bah, malheureusement, les victimes, leur profil, ont bah, elles sont un peu passées à la trappe, hein, malheureusement, et voilà. En fait, il y a plein de thématiques avec ce tueur en série qui sont intéressantes et c'est pour ça que je trouve que c'est important d'en parler. Et puis, mine de rien, parce que c'est une affaire qui est pas aussi ancienne que ça. Oui, Tu vois, oui, elle, oui, elle c'est nous touche, vrai. nous, la France, on a des victimes qui sont en France et c'est pas si vieux que ça, du tout. Oui, totalement. Je pense que comme on l'a dit, c'est bien de le répéter aussi, on s'intéresse finalement plus aux affaires, américaines,
alors que, malheureusement et d'un côté, voilà, on va pas pointer l'Amérique du doigt à chaque fois qu'il se passe quelque chose, genre forcément c'est les USA. On a des cas aussi, de tueurs en série et de criminels, particulièrement, violents et en Europe, en fait, tout simplement, pas qu'en France d'ailleurs, parce que là, en plus, il a Mmh. sévi à travers l'Europe de manière générale, donc c'est Ouais, c'est bien de ça, pas ouais. l'oublier aussi, je pense quand même. Oui, exactement. Je pense qu'on a fait un tour intéressant, en tout cas, du cas de Volker et Kurt, et puis on aura l'occasion, plein d'autres encore, de parler d'autres tueurs en série. Mais là, c'était un très bon exemple, du tueur en série, à motif, à mobile sexuel. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, durant cet épisode, d'After Show d'Éteignez vos lumières sur le cas de Volker et Kurt. On espère que vous avez, apprécié nous écouter discuter, de ces différentes, facettes, assez intéressantes et fascinantes de, la psychologie et autres justement des tueurs en série, notamment de celui-ci. Merci encore une fois de nous avoir écoutés. Passez une très bonne journée, une très bonne soirée selon quand vous nous écoutez et puis on vous dit à très vite pour un prochain épisode.